Bonjour à tous, à toutes. Voilà, Jean-Yves Collard, je suis infirmier de secteur psychiatrique, comme l'a dit le docteur de Maison. Toulouse, pardon. C'est parce que j'ai entendu parler du docteur de Maison tout à l'heure, docteur Siladon. Voilà. Et quand j'ai entendu des discours, voilà, j'ai entendu des choses ce matin qui sont ma foi intéressantes. Faut savoir que je fais partie des dinosaures, hein, des infirmiers dinosaures qui ont travaillé à la Verrière, par exemple. Et effectivement, le sport, chez nous, c'était obligatoire. Hein. On avait même en formation, on avait 4 ou 5 heures de sport par semaine. On faisait du bâton, on faisait de la piscine en plongée avec des patients. Ça faisait partie intégrante du traitement. Et souvent, à l'époque, je me souviens, on nous disait c'est important parce que les patients ont des traitements lourds. C'est important qu'ils fassent du sport pour éviter les effets secondaires des traitements. Hein. Donc je voulais faire ce petit clin d'œil quand même à la psychothérapie institutionnelle quand même, qui malgré tout reste encore quelque chose de très présent. Dans les hôpitaux et puis à l'extérieur aussi. Hein, dans les hôpitaux parce qu'on se remet à faire du sport, à essayer de réinventer un peu toute la technique du sport. Et puis dans les associations, dans notre association par exemple, hein, qui est côté court, où on essaye vraiment d'intégrer l'usager, on ne parle pas de patient dans notre association, l'usager à la vie sociale. Hein. J'ai vu qu'il y avait... Je vais vous parler de rythme aujourd'hui, hein. Je suis venu un petit peu pour ça, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'en pense, parce que le thème de la journée c'est l'âme et le corps. Alors j'étais bien embêté quand j'ai entendu le mot âme, évidemment, parce que l'âme, on peut même aller voir dans les dictionnaires, on va voir dans les dictionnaires de philosophie, le mot âme n'apparaît pas beaucoup. Hein. Ça paraît plutôt dans les questions de religion, par exemple, hein, et donc c'est un sujet assez délicat. Par contre, je peux vous dire qu'en tant qu'infirmier psy, ça m'a posé vraiment question. Notamment, par exemple, quand j'étais à la Verrière, vous avez vu le film L'Exorciste? Tout le monde l'a vu? Voilà, c'est un des premiers patients que j'ai vu là-bas. Hein. Enfin, c'était pas lui, hein, c'était pas l'exorciste. C'était un patient m'a dit Monsieur Collard, on va vous mettre dans un pavillon, il y a un patient qui est assez difficile. Voilà. Et puis j'arrive là-bas, je vois l'équipe qui se tourne vers moi, enfin un homme. C'est une équipe de femmes, enfin un homme dans le pavillon. J'entends des cris de bêtes. Et les collègues me disent tu veux bien y aller? Donc je vais voir. Je rentre, je vois un jeune homme attaché. C'était un des premiers d'ailleurs sur l'Institut national Marcel Rivière. Et puis qui se retourne et qui me regarde avec des yeux révulsés, qui vomit en jet et qui me dit je suis le diable. Voilà. Alors j'étais jeune, je commençais, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la poudre d'escampette, j'étais à la porte, j'ai pris 2 claques, j'ai dit ça y est, t'es dans le métier. Voilà, parce que je me remémorais la scène de l'exorciste. Hein. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que, évidemment, ça m'interrogeait. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'âme à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'âme? Et puis, après, ce sont les patients qui m'ont appris à travailler finalement. Exemple, deuxième patient, avec deuxième rencontre forte, on va dire, un patient qui ne s'était pas lavé depuis 8 ans. Voilà. Et puis, 8 ans, donc il se baladait dans le pavillon, il était en guenille, hein, il avait une chemise complètement arrachée, il avait de la crasse partout, des cheveux très longs, une barbe immense, des pieds dans un état pas possible, il faisait à peu près 120, 130 kilos. Il ne sortait pas du pavillon et il marchait, vous savez, il évitait des lignes, hein, pensant que les lignes c'était des ravins ou des crevasses. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de choses, ou assisté à ce genre de choses. Et puis, évidemment, très sale, il n'y avait qu'une seule chose avec son frère qui pouvait lui couper les ongles, je crois, 2 fois par an. Et quand j'ai vu ça, moi j'ai dit, j'étais le meilleur infirmier du monde, hein, bien sûr, je commençais à travailler, meilleur infirmier psy, hein, vous y croyez, bien sûr? Ouais, voilà. Voilà. Et donc je dis à la souriante, je dis écoutez madame, moi je vais le laver ce patient. Et elle me dit si vous y arrivez, je vous paye des cerises. Bah, beau challenge. Donc je vais voir ce monsieur, on m'avait averti qu'il avait déjà, entre guillemets, abîmé les infirmiers et les infirmières. Donc je vais voir ce monsieur, je lui dis écoutez monsieur, voilà, dans 3 mois, tel jour, à telle date, je vous lave. Il me court après, il veut m'assassiner. Moi je cours vite, hein, j'étais sportif, hein, donc je me sauve, je sors du pavillon. Et je reviens à la charge le 2e jour, puis le 3e jour. Commence à rentrer un petit peu l'histoire du rythme. Hein. Voilà, la répétition, vous voyez, la répétition des choses. Au bout du 3e jour, il me regarde, il me fait comme ça. Bon, je dis c'est bien, il ne bouge pas. Bon. Le jour J, évidemment, je me retrouve en face de lui, enfin à côté de lui, devant une glace, il ne se regarde pas, évidemment. Je pense que vous avez compris que c'est un très très grand schizophrène.
Et puis je commence à le laver tout doucement. Je lave le visage, je lave les épaules, je lave les bras, les mains, je lave le torse un petit peu, je ne touche pas aux parties intimes, je lave les jambes et je ne lave pas les pieds parce que les pieds étaient vraiment abîmés à force de rester sur place. Et puis tout se passe bien. Alors première chose, c'est que j'étais fier de moi, j'allais avoir un paquet de cerises. Hein, évidemment, je vais voir la surveillante, et je dis madame, voilà, il est lavé. Et elle me dit non, je ne vous crois pas. Donc je vais le chercher, je lui dis Jacques, venez ici. Jacques arrive, et puis je dis, vous voyez qu'il est lavé. Et elle me dit, non, vous voyez bien qu'il n'est pas lavé. Alors là, évidemment, ça me pose question. Ça me pose question parce que je vous dis, c'est visible quand même, la couche de crasse n'est plus là. Voilà. L'équipe n'était pas en possibilité de le voir. Voilà. Alors, j'en parle au médecin-chef à l'époque qui dit, ça s'appelle une impasse thérapeutique, hein, on va faire un relais. On a fait ce relais. Ce relais, on l'a fait avec l'hôpital de Cadillac, je ne sais pas si vous connaissez, un hôpital de force. Hein. Donc on l'a emmené là-bas. Il est revenu 3 mois après avec une mission bien définie, hein, qu'il puisse être soigné, lavé, qu'il puisse se doucher, enfin, etc. 3 mois après, il est revenu. Ce monsieur, il était lavé, il était douché, il était rasé, il avait perdu une quinzaine de kilos quand même, hein, c'était magnifique. Et puis le médecin-chef me dit surtout, monsieur Collard, attention, faites attention, il peut reprendre des anciennes habitudes. Alors, je dis ok, bon, donc je fais attention, effectivement, le premier jour, il a essayé de ne pas prendre la douche, hein, ça n'a pas fonctionné. Bon, j'ai repris les choses avec lui. Bref. Quelques temps après, je m'en vais. Donc, alors j'étais très content de moi, évidemment, hein, parce que l'histoire c'est ça, j'étais fier de moi, j'avais fait une prise en charge vraiment qui était réussie, qui était au top. J'étais le meilleur infirmier du monde, hein. Vous avez bien compris ça. Bon. Et puis donc ce fameux jour où je m'en vais, je vais lui annoncer. Et puis je dis voilà, Jacques, je m'en vais. Il me dit oh c'est vraiment dommage. Je dis bah oui, je me doute, mais bon, ne vous inquiétez pas, on va me remplacer. Ah oui, non mais c'est vraiment dommage qu'il me répète. Mais je dis mais ne vous inquiétez pas, quelqu'un devrait venir, va s'occuper de vous. Non, c'est vraiment dommage qu'il me dit, parce que je ne vous ai pas encore tout appris. Voilà. La première leçon que j'ai appris de mon métier, c'est ça. C'est qu'on n'apprend rien aux autres, ce sont les autres qui nous apprennent, tout le temps. Et je remercie tous ces patients, je remercie tous ces usagers qu'on peut rencontrer tous les jours et qui nous apprennent notre métier. Je vous donne une petite anecdote, par exemple, toute simple. Hein, on travaille dans les pavillons, on a de plus en plus de jeunes dans les pavillons qui prennent un petit traitement qui s'appelle le Lansoil. Vous connaissez? Il y en a qui connaissent, non? Les infirmiers dans la salle? Non? Un petit peu. Voilà. Et puis, alors quand on discute avec eux, ils sont constipés, hein, c'est pour ça qu'ils prennent le Lansoil, c'est un médicament qui est anticonstipant. Bon. Et, pardon? Oui? Une réaction, non? Et quand on discute avec eux, ils vous disent bah oui, c'est quand même agréable de prendre un petit truc sucré avant d'aller dormir. Hein? Voilà. Et toutes ces petites choses, c'est important de pouvoir les avoir en tête quand on travaille au quotidien avec les gens. Au niveau du corps, bien sûr, parce qu'on parle du corps, de l'âme, alors vous voyez bien, moi je suis bien incapable de répondre à la question de l'âme hein, par rapport à ça. Par contre, rencontrer l'autre, c'est quelque chose de l'ordre de l'animation. Hein. On met l'âme en route, alors quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, on bouge, et ça on le fait avec son corps. Voilà. La question du rythme, je me suis posé vraiment cette question, pas seulement en tant qu'infirmier, j'ai aussi un passé de musicothérapeute, d'inspiration anthropologique. La question du rythme, pourquoi elle m'interroge? Parce que j'ai travaillé avec des gens qui souffraient de forme autistique, qui répétaient toujours les mêmes choses. La question du rythme m'a taraudé parce que c'est la question aussi, la question du temps qui passe. Ce dont je me suis aperçu, c'est que souvent, les gens, quand ils ne sont pas bien, le temps n'est pas le même. Hein. Vous pouvez en faire l'expérience vous-même, quand vous allez chez le dentiste et que vous avez mal, est-ce que le temps est le même? C'est une question que je vous pose. Le temps est le même? Non, hein. Le temps est beaucoup plus long. Hein. Alors on peut imaginer aisément que dans la souffrance psychique, peut-être même, alors plus précisément pour des gens par exemple qui pensent qu'ils sont éternels, ça doit être terrible. Hein. Ça doit être terrible de penser que ça ne finira jamais. D'ailleurs, une grande question que posent les patients quand ils viennent rencontrer leur psychiatre, c'est dans combien de temps ça va se terminer, hein? Quand est-ce que je vais aller mieux?
Et souvent, on est bien embêté pour répondre. Hein. Alors, nous, les infirmiers, on dit, voyez votre psychologue, voyez votre psychiatre. Bon, et puis le psychiatre, eh bien, essaye de trouver un aménagement pour que la personne puisse supporter ça le mieux possible. Hein. Vous savez que là, il y a une question de rythme aussi. Hein. Quelqu'un qui est en souffrance psychique, il y a un excellent texte d'ailleurs, comment elle s'appelle, une patiente hein, qui écrit qu'il y a trois formes, il y a trois étapes dans la maladie mentale. Il y a d'abord le déni, hein, il y a l'acceptation, et ensuite qu'est-ce qu'on en fait? Quelle construction on en fait avec ça? C'est important qu'on l'ait en tête, nous aussi, on l'a hein, de toute façon. On sait très bien que un traitement, quand on va donner un traitement, on va savoir que pendant une certaine période, le traitement va être plus ou moins pris. Hein, et on accepte plus ou moins ça. Parce qu'on sait aussi qu'il faut du temps, parce qu'on a affaire à des personnes tout simplement qui n'ont pas envie d'avoir un traitement à vie. Hein. Alors, la question du rythme. Je vous ai parlé du temps qui passe. Qu'est-ce qu'on voit dans les hôpitaux, par exemple? Je vais fermer ça parce que ça va me gêner plus mes notes qu'autre chose. La question du temps qui passe, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir, par exemple, des gens qui, que vous allez croiser, par exemple, l'hiver va arriver là. Vous allez les croiser aux abords de l'hôpital. Vous allez les croiser à 8 h le soir devant l'hôpital. Des gens qui ont l'hôpital de jour. Et vous les croisez, vous leur demandez, mais qu'est-ce que vous faites là? Ils vont vous dire, ben, j'attends l'ouverture de l'hôpital de jour, à 8 h le soir. Vous voyez? Ça sont des choses qui existent. C'est important de retravailler ces choses-là. Je me souviens d'un patient comme ça qui disait il fallait faire des appels de sécurité pour lui donner sa douche. Ça, c'était sur l'hôpital du Havre. Voilà. On devait faire des appels de sécurité. Et puis donc, il disait tout le temps, mais je l'ai déjà prise, ma douche, je l'ai déjà prise, je l'ai déjà prise. Mais il y avait 3 ou 4 bonhommes quand même hein, pour l'aider à prendre son temps. Malheureusement, c'était comme ça. Et puis, jusqu'au jour où on a compris qu'il confondait les jours. Il ne savait pas quand on était le matin, quand on était le soir. Vous savez ce qu'on a fait lors d'un atelier cerf-volant, d'ailleurs, c'est une activité que je préconise aussi. Le cerf-volant, c'est très sportif et c'est pas mal parce que cerf-volant traditionnel, hein, cerf-volant traditionnel parce qu'on peut le perdre. Voilà, hein, il peut se casser en vol, il peut s'envoler. Et puis il y a quelque chose d'indéterminé qui s'appelle le vent. On ne sait pas s'il va y en avoir, s'il ne va pas y en avoir. Et c'est très intéressant de travailler ça avec les patients. Bon. Alors, ce patient qui ne prend pas sa douche, lors d'un atelier cerf-volant, on lui a offert une montre, simplement. Qu'est-ce qui se passait après? C'est qu'au lieu de faire un appel de sécurité pour aller donner la douche, simplement, on lui disait, aujourd'hui c'est la douche. Et il regardait sa montre et disait, ah oui, aujourd'hui c'est un autre jour, aujourd'hui, là on est le matin, là je vais aller prendre ma douche. C'est presque éducatif, mais quelquefois on n'y pense pas. On n'y pense pas simplement parce qu'on est pressé, nous, par le temps. Hein, je ne sais pas si vous savez, mais les Africains disent toujours, souvent, peut-être de moins en moins d'ailleurs, les Européens sont drôles parce qu'ils ont tous des montres, mais ils n'ont jamais eu le temps. Hein. Je vais vous donner un autre exemple aussi dans ce qu'on appelle les formes, dans les délires. Le rapport du rythme et de la mémoire, le rapport de la... comment on appelle ça, la mémoire sous forme de commémoration. Hein. J'ai beaucoup observé, pas tout seul d'ailleurs, hein, mais ce qui se passait dans un délire. Je vous donne l'exemple d'une dame comme ça qui me dit, Jean-Yves, voilà, je suis enceinte. Voilà, une patiente sous forme de psychose. Hein. Je lui dis, oui, qu'est-ce que vous en pensez? Elle me dit, c'est pas possible puisque j'ai 65 ans. Je lui dis, oui, mais je comprends bien, mais qu'est-ce qui se passe pour vous? Elle dit, ben, je suis persuadée que je suis enceinte, ça m'angoisse. Je lui dis, ben, mais qu'est-ce que vous en avez parlé à l'hôpital de jour? Puis elle me dit, bah oui, ils vont me faire une prise de sang demain matin. Ouais, je dis, mais ça va pas, ils n'ont pas compris. Bon, peu importe. Je vais voir mes collègues de l'hôpital de jour, et puis je dis, vous savez, bon, elle est enceinte, vous voulez faire une prise de sang, mais vous savez bien que ça va servir à rien. Elles me disent, mais on ne sait pas quoi lui proposer d'autre pour l'influencer dans l'autre sens. Hein. Et bien j'ai dit, on va peut-être regarder, peut-être se pencher un peu sur son dossier. Qu'est-ce qu'on se rend compte chez cette dame qui a 65 ans? C'est qu'au mois de décembre, une quarantaine d'années avant, même un peu plus, elle a eu un enfant dans un hôpital psychiatrique. Cet enfant, c'est une grossesse qui est passée inaperçue, cet enfant lui a été retiré. Et qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que tous les ans, au mois de décembre, cette dame se met à délirer d'être enceinte. Hein, comme si c'était une commémoration. Alors ça me paraît fondamental.
pour nous, professionnels, parce que quand on a cette écoute-là, quand on prend le temps d'écouter les choses autrement comme ça a beaucoup plus de sens. Ça ne veut pas dire que cette dame va comprendre ce qui se passe. Je pense que la capacité de symbolisation n'était pas suffisante. Hein. N'empêche que c'est plus facile à supporter. Le corps et le rythme. L'enfant. Comment ça se passe pour l'enfant au niveau du rythme? L'enfant, vous savez qu'il n'est pas... au niveau de la mobilité, c'est un petit peu n'importe quoi au départ. Hein. C'est pas un jugement, hein, ça se constate. Hein. C'est la maman qui va venir un petit peu au-dessus de lui, qui va jouer avec, et puis qui va dire tiens, il bouge la mimine, c'est sa main, il bouge la mimine. Et puis l'enfant, au fur et à mesure, il va comprendre qu'en faisant ce signe-là, la maman va positiver ça, on pourrait dire comme ça. En tout cas, elle va avoir du plaisir. Hein, et ça va donner des années plus tard, tiens, j'ai envie de bouger la main. Hein. Et on pourrait penser finalement un petit peu à la manière d'un monsieur qui s'appelle Marcel Jousse, on pourrait penser que la parole, c'est avant tout un geste. Ça, pour moi, c'est fondamental. Hein. Que la parole, c'est d'abord quelque chose qui est arrivé à l'intérieur, qui a été rejoué avec le corps, et qui est ressorti, et qui ressort à un moment avec des mots, hein, mais avec une intentionnalité et avec quelque chose de l'ordre du temporel. Hein. Peut-être il y en a qui ont des enfants parmi vous, sans doute. Avez-vous remarqué que vos enfants, quelquefois, à une certaine heure, le soir, ils sont un petit peu énervés? Du côté de Caen, ils sont tous sages. Vous avez déjà remarqué ce genre de choses, non? Ou ils ont des jeux de vertige, ce qu'on appelle. Ils tournent sur eux-mêmes. Non? Vous voulez que je vous le fasse? C'est ça? Non? Et ils tournent sur eux-mêmes sans arrêt, et on dit qu'ils sont énervés. On dit d'ailleurs qu'ils ont tellement eu de pression dans la journée qu'à un moment, il faut que ça se libère. Mais ça se libère n'importe comment. Il y a beaucoup de chaos. Alors j'ai envie de citer cette phrase de Nietzsche, hein, qui dit qu'il faut beaucoup de chaos pour accoucher d'une étoile qui danse. Hein. Alors, vous pouvez remarquer qu'à ce moment-là, si vous écoutez un petit peu, attention, vos enfants ne sont pas à observer, hein, ne sont pas des cas cliniques, hein, mais c'est important de remarquer ce genre de choses. À ce moment-là, les enfants racontent leur journée. Mais on ne comprend rien parce qu'ils racontent tout dans le désordre. Et si on tend bien l'oreille, d'ailleurs, on entend qu'ils disent des choses qui ne sont pas forcément agréables. Hein, du genre, papa, il a rouspété, il est bête, ou je sais pas, des choses comme ça. Hein. Alors, moi, ce qui m'intrigue à ce moment-là, c'est que souvent, dans l'heure qui suit, peut-être vous allez me le confirmer, encore, parce que ça fait un moment que c'est confirmé, mais c'est que dans l'heure qui suit, ou dans les 2 heures qui suivent, ils vont poser une question fondamentale. Cette question-là, c'est quoi à votre avis? Hein? Vous ne vous souvenez pas? Hein? C'est dans combien de dodo que? Non? Ça vous dit quelque chose? Alors, souvent, les enfants ont l'impression qu'ils restructurent le temps, ils créent le temps eux-mêmes. Hein, où ils recréent le temps eux-mêmes. Ils ont besoin de faire tout seuls. Quand ils font un gâteau, vous faites un gâteau avec eux, par exemple, hein, vous êtes à côté, au bout d'un moment, vous dire non, je fais tout seul. Vous savez bien qu'ils ne sont pas capables de faire tout seuls, mais vous les accompagnez un petit peu là-dedans. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que finalement, le travail qu'on fait de ces façons-là avec nos enfants, ce qu'on accepte, c'est ce qu'on fait aussi avec des gens qui sont en difficulté la plupart du temps. On a ce seuil de tolérance, cet espace vinicotien, on pourrait dire, qui permet à l'autre d'avancer tout seul avec son doudou, hein, j'ai envie de dire, on va dire comme ça. L'enfant, plus tard, donc, il va pouvoir se structurer dans le temps. Moi, je fais un pari, je fais une hypothèse. Je fais l'hypothèse que si cette phase ne se produit pas, où l'enfant ne peut pas recréer le temps lui-même, ça pose des problèmes après. Ça pose des problèmes, c'est-à-dire que l'enfant n'est pas inscrit dans quelque chose de temporel. Et ce quelque chose de temporel, c'est quelque chose de social avant tout. C'est ce qui relie les êtres humains entre eux. Alors, d'où, c'est simplement l'hypothèse que j'ai pu émettre, et en travaillant, je me suis rendu compte que c'était fondamental. Fondamental parce que, en faisant des danses, par exemple, des danses traditionnelles, avec des enfants autistes, avec des psychotiques, je me suis aperçu que, alors déjà des petites choses toutes bêtes, au niveau du corps par exemple, vous avez des gens qui présentent très bien, ils sont incapables de marcher latéralement. Voilà.
Et par contre, d'avant en arrière, il n'y a aucun souci. Et d'autres, d'aller d'avant en arrière, ça pose problème. Par contre, ça pose pas problème. Vous avez compris ce que je viens de laisser passer. Voilà. J'ai même vu, alors ça c'est, je ne savais pas j'entendais souvent parler de symbiose. Voilà. La symbiose, on en parle souvent dans les manuels, dans la psychose, hein, on parle de symbiose. J'ai vu, lors d'une danse traditionnelle aussi, quelqu'un devant moi, comme ça, se retourner et marcher à l'envers en me regardant. Hein, au stade du miroir. Alors, tout ça c'est intéressant parce qu'on sait où on en est. C'est pas pour dire, tiens, je vais juger, la personne en est là. Non, c'est vraiment, elle en est là, ça veut dire qu'on travaille à partir de ça. C'est-à-dire quelqu'un qui a du mal de passer d'avant en arrière, on va travailler l'avant et l'arrière avec. Quelqu'un qui a du mal à passer, à marcher sur la gauche et la droite en crabe, par exemple, et bien on va travailler ça avec. Hein. Et ça, ce sont les fondamentaux. Je pense que rythmiquement, le mécanisme de défense, hein, je pense que les délires sont des mécanismes de défense, mais axés sur une parole, une mythologie, enfin bon. Mais au niveau du corps, le mécanisme de défense le plus archaïque, c'est le balancement. Hein, c'est celui-là. Hein. Vous connaissez, ça s'appelle la stéréotypie. Hein. Mais il y a différents types de balancement. Il y a celui-là. On n'est plus dans la stéréotypie. Il y a un mouvement prononcé vers l'avant et vers l'arrière. Et puis, le plus beau des balancements, c'est la danse, évidemment. C'est-à-dire qu'à partir de quelque chose qui est de l'ordre d'un mécanisme de défense, on peut aller très très loin dans quelque chose de socialisant. Hein? Ça va? Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur le rythme aussi? Alors j'ai parlé hein, de ce manque de latéralité quelquefois chez nos patients. Un monsieur qui s'appelle monsieur Changeux, je ne sais pas si vous connaissez, un spécialiste du cerveau, voilà, qui me disait, mais c'est très bien, il faut y réfléchir. Voilà. C'est-à-dire que j'ai essayé de savoir un petit peu au niveau neuronal ce qui pouvait se passer, mais il faut y réfléchir. Donc, pour l'instant, je pense qu'il faut faire avec ça. Il faut pouvoir le repérer. Vous avez énormément de gens, énormément d'usagers, énormément de patients aussi, qu'on va inscrire dans un discours. On va les inscrire dans une narrativité. On va leur donner quelque chose qu'ils vont prendre. Et quelquefois, ça peut aller très loin dans les institutions. On peut voir, j'ai pu voir quelqu'un comme ça, même dans notre association, voilà, hein, quelqu'un qui dit « Ah bon, on va préparer ça à manger, on va préparer de la truite saumonée, je me souviens, aux amandes. » Bon, ben super, on y va, on va faire les courses, et puis on va faire les courses, évidemment, et je dis « Ben, allez-y, choisissez une truite. » Et la dame, impossibilité de choisir une truite, parce qu'elle ne savait pas ce que c'était. C'est-à-dire qu'elle a entendu aussi tout ce qui se racontait autour. Elle l'a intégré en termes de discours, mais elle ne l'a pas rejoué. Elle ne l'a pas pétri avec son corps, d'une certaine façon. Ça va pour tout le monde? 5 minutes. J'ai encore 5-10 minutes. Voilà. Alors peut-être pour les 5-10 minutes, voilà ce que je propose assez souvent. Aux auditoires, en formation, aux usagers, c'est des choses que j'aime bien. J'aime bien dire que moi je vais chercher, pour travailler, je vais chercher des choses qui reviennent souvent, des fondamentaux, des universaux. Au niveau du rythme, on est bien servi. On est bien servi, il y a même des publicitaires qui s'en occupent. Alors, je vais proposer pour que cette... comment dire, pour rejouer un petit peu cette globalité, vous savez où l'enfant rejoue les choses de la journée, je vais proposer quelque chose de globalisant où on va essayer de joindre le corps à tout ça et le corps social. Est-ce que vous êtes prêts à jouer avec moi? Ouais, un petit peu? Allez, on joue? Allez, je vous propose un petit truc. Vous me suivez simplement? C'est bon? Alors, est-ce qu'il y a des musiciens dans la salle? Ah, un musicien. Les autres n'osent pas le dire. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des problèmes de rythme? Une personne, 2 personnes. D'accord, bon, on va voir ça tout de suite si vous voulez. Vous me suivez? Vous êtes prêts?
bravo, vous êtes tous bons. Hein, vous êtes tous bons. Ça, c'est ce qu'on appelle les universaux, c'est-à-dire des choses qui sont ancrées à l'intérieur de nous, malgré nous. C'est très pratique, parce qu'effectivement, quand on a des gens qui arrivent et qui disent « Ah ben moi, je ne suis pas musicien, je ne peux pas faire de rythme, je ne peux pas faire de choses comme ça », ça existe. Les publicitaires l'ont bien compris, hein, vous savez, ils l'ont utilisé pour Evian. Vous avez vu, hein, avec ces enfants qui sont dans l'eau comme ça. Les publicitaires ont bien compris le balancement aussi. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu cette pub pour le kangou, où il y a un enfant dans un kangou comme ça, et quand le kangou avance et recule, l'enfant ne pleure pas. Et quand le kangou s'arrête, il se met à pleurer. Vous vous souvenez de cette pub-là, hein? Ils ont compris cette publicité, ils ont compris aussi avec cette publicité où il y a un enfant sur une balançoire. Et puis alors, sur l'arrière, comme ça, il pleure. Et sur l'avant, il rigole. Ça vous dit quelque chose, ça? Et en fait, sur l'arrière, on pourrait dire que c'est la position dépressive. Hein, et sur l'avant, il dépasse une fenêtre et c'est marqué Quick ou McDo. Hein, vous n'avez pas vu ce truc-là? C'est pas tout jeune, hein, mais ils ont bien compris que le rythme, c'est quelque chose de fondamental. Ça peut même servir à ça. Mais ce qui m'intéresse au plus haut point, c'est que les enfants ont encore plus compris que ça, parce que eux, ils ont leur propre discours. Vous savez que les enfants ont un folklore obscène. Tout le monde connaît Au clair de la lune. Ben, souvenez-vous de comment vous le chantiez quand vous étiez enfant. Des transformations, vous mettiez. Je ne vais pas vous le chanter. Hein? Non, il y a des gens qui se souviennent un peu. Alors, tout ça c'est important parce que ça c'est un acte de création. La création se fait sur des briques, elle se fait sur, comme une maison, on la fait sur des fondations. L'acte de création se fait sur des fondations. Et les enfants avec un petit rythme comme ça, ils font ça. Par exemple. C'est la mère Michel qui a perdu son chat, elle crie par la fenêtre, à qui le viendra. Non? On pourrait faire au clair de la lune, mon ami Pierrot, et on pourrait faire tout ce qu'on veut comme ça. Voilà. Ça c'est l'acte de création, et on pourrait mettre des gros mots aussi, ça c'est les enfants sont très forts hein, pour ça, on appelle le folklore obscène. Hein. Voilà, je voulais terminer sur cette note un petit peu participative, hein, que le rythme, c'est M. Jousse hein, qui dit « je rythme donc je suis hein. ». Merci de m'avoir prêté de l'attention. Merci.